Bonjour Nicolas Beuglet. Bonjour. Alors vous êtes le premier auteur que j'interviewe pour ma chaîne YouTube. Ok. Merci de prendre du temps pour parler de votre dernier thriller, Transylvania, paru le 18 septembre 2025 aux éditions XO. Oui. Lorsque je reçois un écrivain pour la toute première fois, j'aime commencer par une question, disons-le un peu rituelle. Comment votre vocation d'écrivain est-elle apparue ? Très tôt, je crois, quand je devais être à peu près en 5e, je me suis rendu compte que j'adorais écrire des rédactions, parce qu'à l'époque, on pouvait faire des rédactions libres. Et je me suis demandé si ce que je racontais dans ma rédaction allait plaire à la maîtresse, non pas pour que j'ai une bonne note, mais savoir si l'histoire allait l'intéresser. Et je crois que la maîtresse avait convoqué mes parents en disant « Nicolas a une imagination peut-être un peu trop débordante, ou pas, je suis pas sûr, mais est-ce que vous êtes sûr que tout va bien ?» C'est à quoi ma mère avait répondu que oui, j'avais de l'imagination et les pieds sur terre et que tout allait bien. Et donc je crois que c'est à partir de là que j'ai eu cette première impulsion d'avoir envie de raconter des histoires pour que les gens les lisent. Ouais. Donc Transylvania, ça s'ouvre un château isolé, celui du comte Dracula. C'est la neige, une nouvelle enquêtrice, un meurtre étrange. Mais comment l'idée vous est venue pour mélanger tout ça ? Ah, ça, je sais pas. Je peux pas vous dire exactement. Je peux juste vous dire que moi, j'ai eu envie de raconter quelque chose qui se passait en Transylvanie parce que je trouve que c'est un décor, un univers qui appelle immédiatement au mystère et puis qui est capable de nous transporter à la fois dans l'espace, parce qu'on va aller dans cette région reculée, et puis un petit peu dans le temps, c'est-à-dire qu'on a l'impression, même si c'est pas tout à fait vrai dans la réalité, mais qu'en allant en Transylvanie, on va repartir au 19e siècle, voire peut-être jusqu'à l'époque médiévale. Ça, c'est ma partie romanesque, parce qu'une fois encore, c'est aujourd'hui assez touristique et bien équipé, mais j'avais envie de retrouver en fait cette ambiance hors du temps, hors de la modernité. Et la référence que j'avais en tête, c'était le Bal des vampires, qui est un film de Roman Polanski. Alors je sais qu'il est plus en odeur de sainteté, mais son film à l'époque, moi, m'avait beaucoup marqué quand j'étais assez jeune, parce que ça racontait la Transylvanie avec le comte Dracula. C'était censé être burlesque, mais en même temps, tout faisait hyper peur. Et puis les lieux étaient pareil, c'était une vieille auberge avec des gens qui regardaient bizarrement les étrangers et puis qui étaient habillés comme des gens d'une autre époque. Et puis il y avait ce traîneau qui partait à travers la campagne enneigée, sous la lune, avec le château en filigrane et ce comte qui probablement les surveillait de loin. Voilà, j'avais envie de recréer cette atmosphère. Donc déjà, il y a cette envie-là. Et puis après, c'est comment créer le désir de savoir ce qui va se passer avec effectivement des premières énigmes, notamment ces 4 lettres tatouées sur la main de la victime. Et on sait que ça a été tatoué probablement par l'assassin parce qu'il y a quelques gouttelettes de sang qui apparaissent encore. On voit que le tatouage est très frais. Pourquoi l'assassin a tatoué ces lettres ? Est-ce qu'il a envie de donner une piste pour qu'on le retrouve ? Mais pourquoi ? Ça semblerait absurde. Est-ce qu'il veut dénoncer quelque chose, quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il y a dans la malle verrouillée derrière, malle qui a été apportée par la victime, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, tout ça pose le décor des premières interrogations pour l'histoire. Alors, vous nous présentez une nouvelle héroïne, Mina. Pourquoi le choix d'une nouvelle inspectrice ? En quoi est-ce qu'elle vous permet d'explorer des nouveaux thèmes que vous n'avez pas fait avec les précédentes ? Mina, en fait, c'est une héroïne qui est différente de Sarah Geringen, qui était dans la trilogie du Cri, et de Grace Campbell, qui est dans la deuxième trilogie du Dernier Message notamment, parce qu'elle est un petit peu plus nuancée que ces deux personnages-là. Elle est un peu plus psychologue aussi, c'est-à-dire que, par exemple, à un moment, elle va se retrouver confrontée à un médecin légiste qui est absolument détestable avec elle, et qui lui dit qu'elle n'a aucune légitimité pour être ici, puisque de toute façon, elle était agent de police il y a 2 heures, donc pourquoi elle ferait un boulot d'inspectrice ? Effectivement, on l'a promue un peu rapidement, et elle a le choix, soit elle s'écrase, mais à ce moment-là, elle perd un peu son enquête, soit elle lui rentre dedans, mais le personnage est important hiérarchiquement, donc c'est pas malin non plus. Quelle est la juste voie ? Et ça, c'est quelque chose que j'avais moins exploré, la juste voie. Pourtant, Mina est une femme qui a déjà un passé assez original, parce qu'avant d'être agent de police, en fait, elle a quitté l'école à 16 ans, elle est partie travailler sur un bateau de pêche pendant 3 ans, donc elle a dû se faire une vraie place, elle s'est musclée physiquement et mentalement. Ensuite, elle est rentrée dans la mécanique, elle a travaillé dans un garage. Je voulais quelqu'un de hyper manuel, tout en étant une grande lectrice aussi, et voir ce que ça pouvait donner comme ça, confronté à une scène de crime, quoi. Alors ce roman, ce n'est pas qu'un thriller, vous disiez que Mina était une lectrice. Dans ce roman, vous nous alertez sur la disparition progressive du livre et de la lecture dans notre société. Est-ce pour vous une urgence culturelle, un combat personnel ?
Non, c'est pas un combat personnel, c'est pas une urgence non plus culturelle, c'est juste que un constat qu'il est, je trouve, intéressant de regarder, qui dit que depuis à peu près une dizaine d'années, la lecture est en déclin dans les pays occidentaux. Je dis quasiment tous les pays occidentaux, et c'est pas moi qui l'invente, c'est une succession d'études qui sont très cohérentes les unes avec les autres et qui répètent la même idée. Et donc la question c'est, on peut se dire, bon bah ok, c'est le sens de l'histoire, les gens lisent moins, bon bah ils font autre chose, etc. On s'en fiche, on n'en parle plus. Moi je pense que il y a une question qui est, est-ce qu'une civilisation qui lit plutôt beaucoup est pareille qu'une civilisation qui lit moins, de moins en moins, ou voire presque plus? Est-ce que ce sont les mêmes humains? Est-ce qu'ils ont les mêmes qualités? Et vers quelle civilisation on a le plus envie d'aller? Voilà, c'est la question que je pose face à cette effectivement défection pour la lecture. Mais, et c'est ça qui est hyper important, je pense que autant l'objet livre a un peu plus de mal à rester entre les mains des gens qui ont à la place un téléphone, un peu plus de mal à rester dans la tête des gens qui ont des réels dans la tête et pas des chapitres, mais je crois que les gens aiment toujours quelque chose qui est fondamental, c'est les récits, c'est les histoires. Et il y a plein de gens qui ont peur de l'objet livre, mais si on leur dit, bah attends, je vais te la raconter l'histoire, là ils sont assez intéressés. Et d'ailleurs, les livres audio sont en progression. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas une désaffection à l'égard de ce qui est à l'intérieur du livre, c'est presque plus l'objet en fait qui est peut-être effectivement en mutation. Donc voilà, moi je pense qu'il y a vraiment encore des choses à faire. Et d'ailleurs dans le livre, dans Transylvania, le grand méchant se pose la question de savoir comment je fais moi qui constate ça pour faire revenir les gens à la lecture. Et donc lui il a une proposition très audacieuse. La question me semble légitime de celle qu'il pose. La solution qu'il apporte, ça je vous laisserai juger par vous-même si elle est morale ou pas, quoi. Ben justement, le personnage d'Alphonse, sans trop divulguer l'histoire, il veut créer une excitation plus forte que les écrans. Comment est-ce que vous procédez quand vous construisez vos chapitres, que vous les écrivez, pour que vos lecteurs n'ont pas envie de lâcher vos romans? Moi, je viens de la télévision, en fait, et à la télévision, on avait tous cette espèce d'horloge dans la tête qui est de dire à tout moment, les gens peuvent zapper. Donc on construit globalement nos émissions de telle sorte qu'il y ait le moins de ce qu'on appelle de nid à zapping. C'est-à-dire de moments où les gens peuvent se dire « Ah, j'ai envie d'aller voir ailleurs ». Donc c'est parfois très artificiel dans sa construction, mais cette urgence-là, je l'ai gardée dans mon écriture. Et effectivement, je me dis toujours, chaque ligne que j'écris, chaque mot que je pose, doit être un mot qui donne envie au lecteur de continuer à lire la suite. Je ne dis pas que j'y réussis, je dis que c'est la question que je me pose et c'est comme ça que je travaille. Parce que moi, c'est ce que j'aime aussi. Une histoire, je trouve qu'elle est forte à partir du moment où elle m'a plongé dans un autre moment, une autre vie, pendant suffisamment longtemps pour que j'ai eu l'impression de vivre cette autre vie, pour avoir l'impression que j'ai des nouveaux souvenirs qui ne m'appartenaient pas encore. Et pour arriver à ça, je trouve qu'il faut une écriture qui fasse que chaque ligne qu'on ajoute soit intéressante, soit en termes d'atmosphère, soit en termes de révélation, soit en termes de comportement de personnage. Alors comment est-ce que vous voyez le rôle de l'auteur dans cette ère des réseaux sociaux, des algorithmes sur un TikTok et tous les réseaux sociaux, mais aussi des distractions permanentes? Ce que je vous disais, c'est que je pense que les gens, en fait, ils aiment autant quelque chose d'important, c'est qu'ils aiment toujours les histoires. Donc je pense que c'est ça qu'il faut qu'on garde en tête, parce que ceux qui regardent les true crime, par exemple, alors il y a une partie que moi je ne comprends pas, parce que c'est la partie la plus sordide et la plus voyeuriste qui me pose question et qui me gêne, mais les gens ils aiment aussi l'histoire qui est racontée là-dedans, parce qu'il y a des personnages, parce qu'il y a des rebondissements, parce qu'il y a des étrangetés, parce qu'il y a une fin, parce qu'il y a des éléments qu'on ne connaît pas, donc il y a tout ça. Donc ils aiment l'histoire en fait. Ils trouveraient la même chose et le même bonheur et le même plaisir dans un livre. Donc ça c'est un point. Ensuite je pense qu'il ne faut pas... les écrans ont clairement mangé énormément de temps et de temps de cerveau disponible chez tout le monde. Encore plus pour ceux qui sont nés avec les écrans entre les mains. Moi, ma position, c'est que si je pouvais, j'interdirais tous les réseaux sociaux à partir de jusqu'à avant 16 ans, et même ChatGPT. Et parce que dans les deux cas, c'est de l'addiction qui, à mon avis, fait énormément de mal.
Moi, c'est pas à mon avis même, c'est sûr. Donc oui, mais c'est absurde en fait de laisser continuer ça. Donc je le ferai pas pour que les gens retournent lire, je le ferai déjà pour que les gens arrêtent de s'abîmer la tête, quoi, et s'abîmer le cœur aussi. Donc, mais en attendant, moi je pense qu'il faut être plus malin. C'est-à-dire que si l'ennemi c'est les écrans, et que c'est là-bas que sont les jeunes, eh ben, il faut aller les chercher là où ils sont, c'est-à-dire sur les écrans. Et donc il faut utiliser tout ce qu'on peut sur les écrans, comme on le fait ici par exemple, pour aller dire aux jeunes, aux moins jeunes d'ailleurs, en fait il y a des trucs géniaux qui vont vous apporter non pas de l'obligation, non pas du devoir lire, non pas il faut, mais du plaisir, du désir, même de la joie, du bonheur, de l'immortalité quasiment, puisque vous allez pouvoir exister à travers plein de personnages et plein d'aventures. Voilà. Et on sait que, oui, la prescription, que ce soit sur TikTok, sur Insta ou autre, elle peut être très très forte. Donc je trouve ça intéressant. Mais c'est plus la même prescription qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait des gens qui expliquaient le pourquoi, du comment, qui faisaient une critique, etc. Et de ce que je vois, moi, dans les prescriptions aujourd'hui sur les réseaux, c'est beaucoup plus émotionnel. C'est beaucoup plus, même quelqu'un qui va pas bien s'exprimer très clairement, mais qui va montrer une émotion très forte à l'égard d'un roman, va engager beaucoup plus sa communauté à lire le livre. Et ça, nous, les personnes un peu plus qui sont moins de cette époque-là, on n'a pas encore bien compris ce fonctionnement-là. Donc voilà, ce sont ces pistes-là. Et la dernière piste à laquelle je réfléchis, mais j'ai pas la réponse. Je pose la question à chaque fois, et je dis, est-ce que nous, auteurs, on doit s'adapter et écrire autre chose, écrire d'autres histoires différemment. On voit que la romance marche très bien, on voit que la dark romance, à mon grand regret, marche très bien. Je dis à mon grand regret parce que moralement, je ne comprends pas en fait ce style-là, et encore moins les gens qui le lisent, qui sont souvent des jeunes femmes. Mais est-ce qu'on doit écrire différemment, ou est-ce qu'on doit se dire, bon, ok, il y a un passage un peu difficile en ce moment, il faut qu'on continue à proposer chacun des nouvelles choses, qu'on n'essaye pas tous de se ranger derrière ce qui soi-disant marche le mieux, c'est-à-dire la femme de ménage ou la romance. Et puis, les gens vont venir petit à petit, et ce qu'ils vont aimer justement, c'est le choix, quoi. Voilà, parce que je pense que si on se met tous derrière un seul trope, comme on dit, ouais, marcher un an, et puis après ça va blaser tout le monde, et puis là je pense que les gens se diront, bon bah il n'y a plus que ça à la lecture, c'est pas la peine, quoi. Donc voilà, mais c'est des questions, oui, qu'on se pose nous en tant qu'auteur, ouais, je pense. Alors autre élément du roman, ce sont les mythes, les contes, qui ont aussi un rôle très important dans la résolution de l'enquête. Vous parliez du mythe de Dracula, vous intégrez l'histoire du conte de Blanche-Neige, mais aussi l'histoire de ses créateurs, les frères Grimm. Était-ce une manière de renouer avec la fonction première des contes, qui est de transmettre, d'avertir ? Je ne sais pas s'ils avertissent les contes. Pour moi, ce n'est pas leur fonction première, mais chacun son interprétation. Pour moi, les contes, ils ont été pensés, écrits, à des époques excessivement violentes socialement, c'est-à-dire à des époques où on mourait de faim, vraiment, mais en très grand nombre, où il y avait du cannibalisme éventuellement pendant ces mêmes périodes-là, où il y avait des brigands qui pouvaient trucider vraiment à tous les coins de rue, où il y avait des parents qui ne pouvaient pas réussir à abandonner leurs enfants, effectivement. Donc c'était une époque hyper dure, et qui était d'autant plus dure que pendant toute cette époque-là, je ne suis pas sûr que la justice était hyper opérante pour le kidam. C'est-à-dire que peut-être pour les puissants, oui, mais pour les autres, non. Donc je pense que les gens avaient non seulement peur, et en plus un gros sentiment d'impunité autour d'eux. Et pour moi, les contes, ils racontent ça. Ils racontent des histoires de gens qui vivent des choses terribles, surtout des enfants, qui sont effrayantes. Donc des abandons, des risques de cannibalisme, avec Hansel et Gretel, le petit pousset, ou des enfants opprimés par un adulte méchant, etc. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe du conte ? Il y a une résolution. Ok, le méchant, il est puni, et puis tout ça a du sens. Donc ça offrait, je pense, aux gens quelque chose qu'ils n'avaient pas dans leur vraie vie, c'est-à-dire une cohérence, du sens, et une justice, en disant, voilà, ok, ils ont vécu la même chose, mais ce soir, tout finit bien, quoi. Et puis tout ça, les méchants sont punis. Donc je pense que la fonction du conte, c'était d'apaiser, en fait, pour moi, la première fonction. Donc
C'est ça que j'aime raconter, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les contes sont beaucoup plus violents que ceux qu'on a vus adaptés par Disney. C'est la trame est la même, mais la violence qui est à l'intérieur est beaucoup plus forte dans les contes de Grimm, une fois encore, parce que c'est représentatif d'une époque. Là, dans Blanche-Neige, il faut quand même bien voir que Blanche-Neige, elle part dans la forêt, le chasseur qui est censé la tuer et rapporter des preuves en ramenant des morceaux du corps de Blanche-Neige, dit à Blanche-Neige, bon écoute, va-t'en, je te tuerai pas, je vais tuer un marcassin là, puis je vais ramener ce qu'il faut à la belle-mère. Et il ramène à la belle-mère un foie et les poumons, et il dit voilà, les poumons et le foie de Blanche-Neige. Et la belle-mère, elle dit pas bon, ok, j'ai la preuve. Elle appelle son cuisinier, elle lui demande de les cuisiner et elle les mange. Donc il y a du cannibalisme. Et ensuite, elle est punie parce qu'on trouve que c'est bien elle la méchante, et elle est condamnée non pas à être exilée ou à se dire ah ben non, je suis plus la plus belle, j'en deviens folle. Non, on lui fait chausser des chaussons chauffés à blanc, des chaussons en fer chauffés à blanc, et elle doit danser jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc là, effectivement, il y a une résolution par la justice punitive qui dit la méchante, elle a puni, la gentille, elle a le droit de vivre et elle est heureuse. C'est ce côté hyper manichéen, en fait, qui devait faire du bien, voilà. Mais il faut accepter que c'est pas, en fait, une jolie histoire. C'est une histoire où il y a la justice qui gagne à la fin. Pour moi, c'est ça le plus important, en fait, dans les contes. Alors moi, il me reste quelques questions à vous poser. On arrive déjà petit à petit à la fin de l'interview. J'aimerais vous inviter à résumer votre roman en 5 mots pour donner envie à vos lecteurs de lire votre nouveau thriller. Enfin, non, mais je passe 1 an et demi à écrire un bouquin qui fait 400 pages. Résumez-moi ça en 5 mots, s'il vous plaît. J'ai envie d'en dire non, mais je vais essayer de faire un effort. D'abord du mystère, ça c'est certain. Beaucoup. Ensuite, une atmosphère, c'est-à-dire que moi, j'ai envie que vous voyagiez loin et que vous ayez froid et que vous vous demandiez où vous êtes paumé et que vous ayez peur pour Mina. Je pense qu'il y a de la, comment dire, le mot culture, il va faire peur à tout le monde, mais il y a de la connaissance, il y a du savoir, c'est-à-dire que vous allez apprendre des choses. Et moi, j'ai un esprit, j'espère, et c'est le 4e point, le plus pédagogique possible, c'est-à-dire que j'essaie de ne pas plaquer les choses comme ça, et puis j'essaie d'avoir fait en sorte d'avoir bien compris pour bien les distiller à l'intérieur du livre. Donc, normalement, vous devriez vous dire « Ah bah tiens, ça, c'est troublant, ça, je ne savais pas ». Et vous allez aller vérifier sur Internet ou ailleurs. Parce que vous avez fait beaucoup de recherches pour écrire. Évidemment, ça c'est certain. Énormément de recherches, et des recherches où je recoupe à chaque fois l'information pour être sûr. Et puis, enfin, j'aimerais dire des questions, en fait. Voilà. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est que c'est pas tellement donner des affirmations, c'est que les gens... Donner des pistes. Pistes de réflexion, des questionnements, parce que je pense que c'est la vraie manière d'échanger, de créer du lien entre nous tous. Les affirmations, ça bloque une conversation, en fait. La question, voilà, ça permet de réfléchir ensemble. Ben voilà, nous touchons à la fin de notre interview. J'aimerais vous poser la question que tous vos lecteurs assidus doivent sans doute se poser. Vous avez certes sorti votre roman en 7 ans, mais est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur le prochain ? Peut-être pas de l'écrire, mais... Non, je ne sais pas encore. Vous ne savez pas encore ? Je ne sais pas encore, parce que j'ai décidé de me mettre beaucoup moins de pression dans l'écriture que pour les précédents, pour plein de raisons. Et évidemment, quand vous lirez la fin, vous vous direz que ce serait gonflé que ce monsieur n'ait pas eu l'idée de ce qui allait pouvoir se passer après. Peut-être, oui, peut-être que ça se fera, je ne sais pas quand encore, mais voilà, je laisse infuser les choses. Ben avant de nous quitter, si vous aviez un message à transmettre à celles et ceux qui doutent encore de l'importance de la lecture, lequel serait-il ? En fait, lequel, c'est que je vais vous parler en termes de neurotransmetteurs. Ce que je disais, c'est que quand vous êtes sur un réel, vous allez fabriquer de la dopamine, mais plus vous allez regarder de réel, moins vous allez fabriquer cette dopamine, et au bout d'un moment, vous allez vous sentir vide. Et il y a plein de gens qui ressentent cette espèce de vide dans le scrolling, quoi, et ils ne se sentent pas bien. Alors en fait, c'est normal, c'est parce que en fait, votre cerveau, il croit qu'il va avoir une récompense forte, la poussée de dopamine, et en fait, il se rend compte que en fait, ça ne lui apporte rien sur la longueur. Il n'y a pas de sens, en fait. Toutes les vidéos que vous regardez, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Votre cerveau, il l'enregistre, et en fait, il se dit tout ça n'a pas de sens, et donc il ne fabrique pas le deuxième neurotransmetteur qui est la sérotonine et qui est celui de l'apaisement, du contentement, du sens, et qui fait que vous êtes bien, vraiment bien, pas excité, juste bien. Quand vous lisez, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dopamine. Pendant 6-7 minutes,
Vous allez dire, bon, il faut que je lise et tout. Et au bout de 7 minutes, il y a le rythme cardiaque, il y a des études qui ont été faites qui baissent, donc qui calment un peu. Et on sait surtout que ça fabrique de la sérotonine parce que votre cerveau, bizarrement, même si ça fait que 5000 ans qu'on a inventé l'écriture et qu'on a démocratisé la lecture, encore moins, eh ben, il reconnaît ça comme quelque chose qui lui fait du bien. Et je pense que c'est tout simple, en fait. C'est que le livre, c'est vraiment un miroir de la vraie vie, de la réalité. Donc lui, il l'analyse comme ça, et en fait, il fait fonctionner les mêmes circuits. Et ça l'apaise parce que c'est pas la vraie vie. Donc ce qui arrive, c'est intéressant, mais c'est pas grave, ça nous arrive pas à nous. Voilà, donc on a juste la bonne distance. Donc si vous avez envie d'avoir un shoot de bien-être sincère, c'est que dans les bouquins que vous trouverez. Voilà, nous arrivons au terme de cet échange. Merci Nicolas Beuglet. Merci. Pour la qualité de vos réponses et votre disponibilité. Merci aussi aux abonnés du Coin Livresque. Nous nous retrouvons très bientôt pour de nouvelles interviews et d'autres contenus tout aussi intéressants. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt tout le monde.